Bien, donc je laisse les intervenants de cet après-midi s'installer dans les fauteuils sur la scène. Et alors, on va juste prendre 10 minutes, donc ça sera beaucoup plus court que les autres sessions, avant qu'il y ait le débat avec les jeunes qui ont suivi ce colloque. Asseyez-vous, voilà, vous asseyez où vous voulez, c'est pas grave, je vous repérerai, ne vous inquiétez pas. Et donc, ce que j'ai décidé... Alors, on a eu encore plein de questions, hein, il y a eu encore 50 ou 60 questions dans l'après-midi, donc il est hors de question, pour le coup, qu'on puisse les aborder une par une. Donc, j'ai essayé à la fois de regrouper, de synthétiser un certain nombre de questions, et puis je vais simplement poser une par personne. Donc, ça ne sera pas la même technique que les fois précédentes, un peu au hasard et mélanger. Là, je vais vous interroger à peu près dans l'ordre où vous êtes passé sur une seule question. Soyez bref dans votre réponse, puis après nous aurons l'occasion de répondre à d'autres questions et de continuer le débat dans la suite. Alors, je vais commencer par Philippe, puisque il a été le premier orateur. Alors, il y a plein de questions pour Philippe et Jean-Marie autour des matériaux, de l'analyse de cycle de vie, de l'accessibilité aux matériaux pour faire du photovoltaïque ou des batteries, etc. Donc, il y a tout un tas de questions, mais j'ai essayé de la résumer une pour Jean-Marie. Et pour Philippe, j'ai une question autour, est-ce qu'aujourd'hui, de façon réaliste, en se passant d'énergie fossile, tout en gardant les énergies actuelles qui sont non producteurs de carbone françaises, c'est-à-dire le nucléaire et l'hydroélectrique, est-ce qu'on connaîtrait la proportion de photovoltaïque et d'éolien qu'on pourrait accepter dans un système de réseau en France, compte tenu de leur intermittence, pour assurer la stabilité de l'ensemble du réseau? Est-ce qu'on a une idée? Une fois de plus, simplement en visant zéro carbone, donc on se permet d'avoir du nucléaire, de l'hydroélectrique à la hauteur de ce que l'on a, je crois que c'est 12% en France, et l'éolien et le photovoltaïque, et d'avoir une sorte en grand chiffre de proportion. Je l'ai montré, mais je suis passé effectivement très vite. De l'étude ADEME, je crois me souvenir, montre une vingtaine de pourcents de photovoltaïque, 50% d'éolien, et puis un peu de biomasse, de géothermie et d'hydraulique. Voilà. Donc là, avec une supposition qu'on est à zéro nucléaire. Oui. D'accord. Oui. Mais je veux dire, la question, c'est est-ce qu'on profite du parc existant et il y a beaucoup à faire en attendant et après on part sur un schéma 100% renouvelable, ou est-ce qu'on envisage de repartir sur une nouvelle série? Voilà, d'accord. Et on n'a pas la réponse à la question en gardant du nucléaire. En gardant le nucléaire existant jusqu'à sa fin de vie, ce qui est le plus logique. Oui, mais donc en allant vers zéro. Oui, mais après c'est une choix d'investissement. Je veux dire, vu les coûts actuels d'investissement, il faut bien mieux investir dans une usine qui va fabriquer des panneaux, qui eux-mêmes, chaque année, je veux dire 1 gigawatt, enfin, ou même, disons, 1 milliard, va produire 5 gigawatts par an. Donc 5 gigawatts par an que vous installez, c'est 5 TWh, mais que vous avez chaque année. Donc chaque année, vous installez 5 gigawatts qui vous produisent 5 TWh chacun. Et sur 5 ans, enfin, il y a un ordre de grandeur. Tout l'enjeu derrière ça, c'est juste l'économie. Si on investit 1 euro, 1 milliard d'euros, qu'est-ce qu'on obtient en termes de coûts pour l'usager et puis de CO2 évité? Bien. Yves, une question, alors une double question, mais qui était liée, mais sur deux choses qui ne sont pas pareilles. Pourquoi a-t-on arrêté le programme de neutrons rapides Astrid? Si tu as la réponse à cette question, on a compris que tu ne partageais pas cette décision. Et la deuxième question, où en est-on de la fusion nucléaire? Alors c'est des questions tu peux passer une journée sur chaque à répondre, hein, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le temps. Donc je vais faire assez vite. La première question, dans une existence, il n'est pas très courant qu'on puisse assister à une erreur historique. Je pense que c'est le cas. Quand on a arrêté Astrid pour des raisons qui sont des raisons purement budgétaires, alors que la question qui se pose, c'est doit-on laisser aux politiques à échéance de 20 ans, 30 ans, 50 ans, la possibilité de choisir s'il peut ou non continuer dans le nucléaire. Si on ne ferme pas le cycle, ça veut dire qu'essentiellement, on est en train de faire un nucléaire qui est non durable
Donc ça veut dire que si on a besoin de nucléaire dans 50 ans, et moi fondamentalement je ne suis pas capable tout de suite en tant que scientifique de dire qu'on peut s'en passer, si on en a besoin dans 50 ans, ça veut dire qu'on sera obligé d'acheter des réacteurs à neutrons rapides aux Chinois. Voilà, c'est exactement mon point de vue, c'est pour ça que je considère que c'est une erreur historique. Pour ce qui concerne la fusion, alors, en ce qui concerne la fusion, je pense que ça, c'est une responsabilité de scientifique qu'on doit avoir. Il est toujours malsain qu'un scientifique survende ce qu'il sait faire. Je pense qu'il faut étudier la fusion parce que c'est le genre de choses, on n'a juste pas le droit de le rater si ça peut marcher. C'est des choses qui sont difficiles parce que les réacteurs à fission sont des structures linéaires qui fonctionnent au voisinage de points stables. La fusion, ça fonctionne au voisinage d'un point instable et c'est des structures non linéaires. Donc ça veut dire que quand on en fait un petit, on ne sait pas bien en faire un moyen. Quand on fait en faire un moyen, on ne sait pas en faire un grand. Donc ce qui fait qu'actuellement, objectivement, de dire que la fusion, c'est mettre le soleil dans une boîte, ça revient juste à oublier qu'on ne sait pas très bien construire la boîte. Et que la dernière chose, c'est en ce qui concerne la fusion, dire tout de suite que la fusion est une solution aux problèmes énergétiques de l'humanité. À terme, ce n'est pas forcément inexact, mais pour moi, c'est à peu près aussi raisonnable que de dire que la conquête spatiale est une solution au problème de surpopulation. Bien, ça a le mérite d'être clair. Bien, Jean-Marie, alors, je vais regrouper deux questions, mais une qui est très ponctuelle et l'autre qui est plus générale. Alors, je vais commencer par la ponctuelle. Donc, dans beaucoup de questions, comme pour Philippe, autour du recyclage des matériaux et de l'empreinte écologique des batteries, un point précis, tu avais mentionné dans une de tes slides l'existence du vanadium dans une des technologies. Est-ce que ça pose ou pas des problèmes de ressources si on développe cette technologie en grande quantité de ressources sur le vanadium ou pas? Ça, c'est la question précise. Après, j'ai une question un petit peu générale, je te la donne tout de suite pour que tu t'en empares après. Tu as montré fort bien sur la fin qu'il y avait un rôle, disons une synergie, entre la chimie et l'intelligence, entre guillemets, sous-entend le pilotage, avec des capteurs intégrés dans des batteries qui permettraient de les gérer mieux. Mais est-ce que d'ores et déjà, un des énormes progrès que tu as montré sur la durabilité des technologies n'est pas lié à un contrôle de l'utilisation de ces batteries en charge et en décharge dans les véhicules automobiles? C'était la question qui était posée. Voilà. OK. D'où deux questions. La première se concerne l'apport du vanadium. Effectivement, le vanadium n'est pas un élément des plus, je dirais, dans le cas du développement durable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des recherches axées sur le remplacement du vanadium dans ces composés. Et nous avons déjà d'autres composés moins performants en termes de puissance, dans lesquels on n'a pas du tout de vanadium, c'est-à-dire on a dans ce cas du cuivre et du manganèse. La deuxième question, maintenant, est liée plus à l'effet du contrôle dans les batteries. Alors, ce qu'il faut bien voir, effectivement, je vous ai montré qu'on a une maîtrise de la chimie, mais on a une maîtrise de la chimie, c'est comme tout, il y a un problème de risque. Et aujourd'hui, on peut utiliser la densité d'énergie de la batterie à 70% directement de sa possibilité. Maintenant, intégrer toute cette intelligence à l'intérieur des accumulateurs va nous permettre directement de fonctionner à 90 à 95%. C'est-à-dire que lorsqu'on va directement avoir une puissance trop élevée, on va avoir une augmentation de la température qui va directement être détectée par un BMS. Ce BMS va transmettre l'information à un actuateur qui va déclencher un stimulus pour directement, ce qui fait qu'il y aura cette loupe. Alors bien sûr, tout ça c'est des challenges, et là je vous parle des challenges de 20 ans, c'est comment faire en sorte que si on met des capteurs, ils s'adaptent à la chimie de la batterie. Parce que le milieu dans lequel on travaille n'est pas un milieu qui est quand même très sympathique. D'où il faut s'assurer tout d'abord la compatibilité chimique de tous ces capteurs avec ce milieu environnement. Merci, merci beaucoup Jean-Marie. Alors, une question pour Pierre. Donc tu nous as montré l'importance, en tout cas, et en particulier les activités qui se développent autour de la formation et de l'éducation autour des problématiques climatiques. Tu as bien expliqué que c'était multidisciplinaire. Tu as aussi bien expliqué que l'une des difficultés, c'était les formations des enseignants qui, elles, étaient disciplinaires. Donc, comment tu vois la réconciliation obligatoire entre la formation d'enseignants par discipline et l'éducation interdisciplinaire ou multidisciplinaire qu'ils doivent donner?
Je crois que c'est un vrai problème qui est bien posé, comme tu viens de le dire, mais qui n'est pas sans solution. Et j'en vois deux, peut-être trois. La première, elle est assez triviale, c'est que dans le processus de préparation professionnelle des enseignants, les écoles dans lesquelles on les prépare à leur métier, les cloisons disciplinaires soient progressivement, non pas abolies, mais assouplies pour que la vision systémique s'instaure. Ça, c'est très bien, mais c'est à long terme. On sort chaque année à peu près 3% de l'effectif de professeurs. Donc il nous faudra 30 ans ou 40 ans pour modifier la pratique de tout le corps enseignant. On n'a pas ce temps-là devant nous. Deuxième possibilité, le travail collectif des professeurs au sein d'un établissement scolaire. Aujourd'hui, lycée ou collège. Aujourd'hui, l'école primaire n'ayant qu'un professeur. Aujourd'hui, la tradition française, inscrite dans les pratiques, c'est, et pas seulement en France, j'ai vu ça dans beaucoup de pays au monde, et la formation en silo et la pratique professionnelle en silo. Si on remplace, avec des temps adaptés dans les établissements, cette pratique en silo solitaire par un dialogue entre toutes les spécialités, j'en ai montré quelques-unes, qui contribuent à éclairer la problématique du changement climatique, et on pourrait dire la même chose pour la biodiversité, alors ce dialogue peut s'instaurer entre spécialistes, comme nous tentons de le faire à l'Académie des sciences. Donc ça, c'est une perspective que je crois réaliste et possible. Et elle s'accompagne évidemment d'une troisième condition qui est de libérer un peu l'autonomie des enseignants, c'est-à-dire que le caractère prescriptif qui vient du sommet ne soit pas aussi intense et que la confiance règne entre le sommet et le corps enseignant pour que cette autonomie s'exerce. Bon, donc ça, c'est ma deuxième condition. Et la troisième condition, que je crois absolument fondamentale, et que d'ailleurs, la main à la pâte a vérifié, ou toutes les actions parallèles dans le monde qui ont eu lieu depuis 25 ans, c'est l'accompagnement par la communauté scientifique. La plupart des systèmes éducatifs ne sont pas outillés devant les urgences multiples qui les pressent pour concevoir en interne les accompagnements nécessaires. Donc ça, je me tourne vers nous-mêmes d'une certaine manière en disant si nous ne sommes pas prêts à faire cela à l'échelle, et le problème d'échelle est majeur ici, alors il est probable qu'on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Pierre. Alors Mireille, donc vous étiez la dernière à parler, donc je n'ai pas eu le temps de récupérer des questions, mais j'ai une question dont je prends entièrement la responsabilité, surtout si elle est jugée stupide par vous-même ou la salle. Alors, cette question, c'est dans votre dernière partie de votre intervention, vous avez dit quelque chose qui m'inquiète beaucoup en tant que citoyen. Vous avez parlé de la possibilité, alors je l'ai probablement mal interprété, en fait d'une évolution où la notion de droit de solidarité pourrait, si ce n'est remplacer, en tout cas s'ajouter ou déplacer les droits de l'homme. Alors, évidemment, ça me rappelle des souvenirs énormes. Je ne suis pas très très vieux, je suis d'une génération qui n'a pas connu de guerre, mais quand on m'explique qu'il y a un droit suprême de la société par rapport aux droits humains, ça me fait un peu peur. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Voilà, donc c'est pas du tout ce que j'ai... Vous comprenez bien que j'ai bien fait de mal comprendre. Je parle quelquefois de la spirale des humanismes, c'est-à-dire qu'il y a différentes conceptions de l'humanisme qui évoluent en spirale, mais chaque nouvelle spire ne supprime pas les précédentes. L'humanisme, il est au confluent. Donc, vous avez, avant l'humanisme des Lumières, vous avez l'humanisme de la relation au sein du groupe, de la tribu. Ça va jusqu'ensuite l'État, la nation. Alors, cet humanisme-là, il est libéré en quelque sorte dans ce qui peut avoir de trop contraignant par l'appartenance à ces groupes, à ces communautés. Il est libéré par l'humanisme d'émancipation qui arrive à la Renaissance et qui continue avec la déclaration, avec les Lumières et avec la Déclaration universelle. Il faut le préserver comme un bien très précieux. C'est le principe d'égale dignité de tous les êtres humains, c'est majeur. Mais ça ne suffit pas. D'accord. Face à des problèmes comme le changement climatique, on ne peut pas se limiter à cet humanisme-là. Donc, il y a une troisième vision que j'appelle l'humanisme des interdépendances. Et ces interdépendances, elles entraînent
un principe de solidarité à la fois entre humains, social, et un principe de solidarité écologique. Voilà. Mais Bien. donc ça se surajoute, ça ne se D'accord. substitue Donc pas. me voilà rassuré. Ah Je oui, dormirai oui, oui. mieux cette nuit. Alors, Merci. c'est difficile à concilier. Je ne dis pas que c'est facile à concilier. Par exemple, quand on essaye d'utiliser l'argument de la violation d'une convention de droits de l'homme dans le domaine de l'environnement, il y a un équilibrage à faire entre des principes qui peuvent devenir compatibles, mais qui ne le sont pas de façon évidente. Donc là aussi, on fait du bricolage. Bien, merci énormément. Vous avez compris que pendant les 2 jours que nous venons d'avoir, il y avait d'autres choses qui étaient difficiles à concilier, donc ce n'est pas la seule chose, au seul problème auquel nous allons nous adresser. Et pour ça, je pense qu'on va demander aux 4 représentants des jeunes et à Serge Planton qui va animer le débat avec vous-même, et l'ensemble des conférenciers doivent rester dans les premiers rangs pour répondre aux questions que les jeunes auront à poser. Donc je vous remercie et vous laissez la place à des gens un tout petit peu plus jeunes que vous. Merci beaucoup.